Sa main a brûlé mon visage avant même que je puisse comprendre ce qui venait de se passer. La gifle a résonné dans la chambre où mon petit-fils dormait, et pendant 1 seconde, j'ai cru que le bruit allait le réveiller. Mais non, le petit est resté là, si fragile, si sans défense. Respirant cet air contaminé par la fumée de la cigarette qu'elle persistait à tirer avec une arrogance qui me glaçait l'âme. Je m'appelle Mariette Vaubren, et à cet instant précis, la joue encore brûlante et le cœur brisé en 1000 morceaux, j'ai compris qu'il existe des humiliations qui marquent à jamais, non pas par la douleur physique qu'elles infligent, mais par l'abîme de mépris qu'elles révèlent. J'étais arrivée chez mon fils Julien cet après-midi d'octobre, en espérant simplement serrer mon petit-fils de 3 semaines dans mes bras, sentir l'odeur douce de sa peau, peut-être aider ma belle-fille Sophie avec quelques tâches ménagères. Jamais je n'aurais imaginé être accueillie par cette scène qui allait tout changer. Sophie était assise dans le fauteuil à côté du berceau, la cigarette allumée entre ses doigts, soufflant des bouffées paresseuses tout en feuilletant son téléphone portable de l'autre main. La fenêtre était fermée. L'air était dense, lourd, imprégné de cette fumée bleutée qui flottait comme un nuage toxique au-dessus de la petite tête de mon petit-fils. J'ai senti mon estomac se retourner, mais j'ai gardé mon calme. J'ai toujours été ainsi, j'ai toujours cru que la gentillesse ouvre des portes que la grossièreté verrouille à jamais. Je me suis approchée avec un sourire, essayant d'adoucir la gêne que je sentais déjà grandir dans ma poitrine, et j'ai dit doucement, presque en chuchotant pour ne pas réveiller le bébé. « Sophie, ma chérie, est-ce que tu pourrais éteindre ta cigarette? Le petit Théo dort juste là, et cette fumée n'est pas bonne pour ses petits poumons. » Ma voix est sortie douce, presque maternelle, parce que je croyais sincèrement qu'elle n'avait simplement pas perçu le danger. Après tout, elle venait tout juste de devenir mère. Peut-être était-elle trop fatiguée pour penser clairement. Mais elle n'a pas éteint la cigarette. Au contraire, Sophie a levé les yeux de son téléphone, m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant, et a pris une autre longue bouffée, délibérée, comme si elle me défiait. « Mariette » a-t-elle dit, et mon prénom a sonné comme une insulte dans sa bouche. « Tu as le culot de parler de mauvaise odeur? Regarde dans quel état tu es. Tu sens pire que la fumée de cigarette. On dirait que tu sors tout droit d'une porcherie. » Les mots m'ont frappé comme des pierres. Je suis restée paralysée, ne sachant comment réagir, parce que jamais, de toute ma vie, quelqu'un ne m'avait traité de cette façon. J'ai regardé mon reflet mental, ma robe simple, mon manteau de laine usé mais propre, mes cheveux gris attachés en un chignon modeste, et j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Ce n'était pas de la honte, c'était de l'indignation. C'était la douleur de réaliser que cette femme, que j'avais accueillie comme une fille, me voyait comme quelque chose de jetable, indigne de respect. J'ai respiré profondément et j'ai essayé à nouveau, avec encore plus de calme. « Sophie, s'il te plaît, je ne suis pas là pour me disputer. Je m'inquiète simplement pour Théo. Tu sais que la fumée est nocive pour les bébés, elle peut causer des problèmes respiratoires, même... » Elle m'a coupé avant que je ne termine. Elle s'est levée brusquement du fauteuil, la cigarette encore allumée à la main, et a avancé dans ma direction, les yeux étincelants de rage. « Pour qui tu te prends pour venir ici donner des ordres dans ma maison? Tu ne commandes rien ici, vieille fouineuse. » Et puis, sans avertissement, sans hésitation, elle a levé la main et m'a giflé au visage. La claque a été sèche, violente, et pendant un instant, j'ai perdu l'équilibre. Ma joue brûlait, mes yeux brûlaient, mais je n'ai pas pleuré. Pas là, pas devant elle. Ce qui m'a blessé plus que l'agression physique, c'était d'entendre juste après ce rire. Un rire aigu, cruel, venant de la porte de la chambre. C'était Élodie, l'autre belle-fille, l'épouse de mon fils cadet Marc. Elle était appuyée contre le chambranle, les bras croisés, observant toute la scène avec un sourire de satisfaction qui m'a profondément dégoûtée. « Bien fait, Sophie », a-t-elle dit, comme si elle applaudissait un spectacle. Il fallait bien que quelqu'un remette cette vieille à sa place. À cet instant, en regardant ces 2 femmes, l'une qui venait de m'agresser, l'autre qui célébrait mon humiliation, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la haine. C'était une certitude froide, inébranlable, que je ne permettrais pas que cela reste ainsi. J'ai saisi mon sac fermement,
redressé mes épaules et dit, d'une voix qui est sortie plus sereine que je ne pensais en être capable, « Vous allez le regretter. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé. J'ai simplement affirmé un fait. » Et je suis sortie de cette chambre sans regarder en arrière, sans leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ai descendu les escaliers avec les jambes tremblantes. Je suis sortie par la porte d'entrée et j'ai marché jusqu'à ma voiture garée dans la rue. Ce n'est que lorsque je suis entrée dans le véhicule que j'ai fermé la portière et que je me suis retrouvée seule dans cet espace sécurisé, que les larmes ont finalement coulé, chaudes, amères, chargées d'une tristesse dont je ne savais pas qu'elle pouvait tenir en moi. Mais pendant que je pleurais, pendant que j'essuyais mon visage avec le dos de ma main et que j'essayais de reprendre mon souffle, un souvenir m'est venu à l'esprit. Un souvenir du passé, d'une époque où je n'étais pas seulement Mariette Vaubraine, la grand-mère gentille de la campagne française. J'avais été quelqu'un d'autre. J'avais occupé une place de pouvoir, d'influence, de respect, une place que j'avais abandonnée volontairement il y a des décennies pour vivre une vie simple aux côtés de mon défunt mari. Mais cette place existait toujours. Ces connexions existaient toujours, et à cet instant, avec le visage encore douloureux et le cœur déchiré, j'ai décidé qu'il était temps de rappeler au monde, et surtout à ces deux femmes arrogantes, qui j'étais vraiment. J'ai pris mon téléphone portable, qui tremblait légèrement entre mes doigts engourdis par l'émotion, et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus de 20 ans. Tandis que les sonneries se succédaient de l'autre côté de la ligne, j'ai senti mon cœur battre fort. Non pas de peur, mais de détermination pure et brute. Une voix grave et formelle a répondu « Cabinet du docteur Lemoine, bonjour ». J'ai respiré profondément et j'ai dit, avec un calme qui m'a surprise moi-même, « Ici Mariette Vaubraine, j'ai besoin de parler au docteur Lemoine. C'est urgent. » Il y a eu une pause beaucoup trop longue, et puis, la voix de l'autre côté a complètement changé de ton, de formel à presque révérencieux. « Madame Vaubraine, c'est vraiment vous? Mon Dieu, cela fait si longtemps ?» Je transfère immédiatement. Vous connaissez cette sensation que quelque chose est sur le point de changer pour toujours? Que cette porte qui semblait fermée depuis des décennies est en train de s'ouvrir à nouveau, apportant avec elle tout ce que vous aviez laissé derrière. Le pouvoir, l'influence, le respect. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai entendu la voix du docteur Lemoine de l'autre côté de la ligne. Et à cet instant précis, avec la joue encore brûlante et le cœur encore meurtri, j'ai compris que Sophie et Élodie n'avaient aucune idée de ce qu'elles venaient de réveiller. Elles pensaient que j'étais juste une vieille femme inoffensive, quelqu'un qu'elles pouvaient humilier sans conséquence. Mais dans 20 minutes, seulement 20 minutes, elles allaient découvrir qu'elles venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Et quand cela arriverait, quand la vérité sur qui j'étais vraiment viendrait enfin à la surface, plus rien ne serait comme avant. Si vous êtes là avec moi maintenant, à écouter cette histoire qui fait si mal à raconter, mais qui doit être dite, laissez un like sur cette vidéo. Parce que des histoires comme celle-ci, de femmes qui ont été sous-estimées et humiliées, mais qui ont trouvé la force de réagir, méritent d'être entendues et partagées. Et si vous le voulez, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que je ne suis pas seule dans tout cela, qu'il y a d'autres femmes là-bas qui comprennent cette douleur et cette lutte. La conversation avec le docteur Lemoine a duré exactement 12 minutes. 12 minutes pendant lesquelles j'ai tout expliqué. La gifle, les humiliations, la fumée dans la chambre du bébé, le manque de respect absolu que j'avais subi. Il a écouté en silence, et quand j'ai fini de parler, sa voix a sonné grave, presque solennelle. « Mariette, vous savez que nous avons toujours tous les contacts, toutes les connexions. Dites-moi ce dont vous avez besoin, et ce sera fait. » J'ai fermé les yeux, et j'ai ressenti un mélange de soulagement et de poids, parce que je savais qu'en franchissant ce pas, j'allais ouvrir une boîte de secrets que j'avais gardée verrouillée pendant si longtemps. Mais elle m'avait forcé à le faire. Pas par vengeance mesquine, mais parce que j'ai réalisé que si je ne réagissais pas, elle continuerait à manquer de respect non seulement envers moi, mais envers toute personne qu'elle considérerait comme inférieure. J'ai demandé au docteur Lemoine quelque chose de très spécifique, quelque chose qui ne blesserait physiquement personne, mais qui révélerait la vérité de manière indéniable. 20 minutes après avoir raccroché le téléphone,
Alors que j'étais encore assise dans ma voiture essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade, mon portable a sonné. C'était Julien, mon fils aîné, le mari de Sophie. Sa voix était altérée, presque désespérée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» J'ai senti une oppression dans la poitrine en entendant ce ton. Mon fils ne m'avait jamais parlé ainsi. « Julien, qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme. « Il s'est passé ?» a-t-il dit, et je pouvais entendre la panique monter dans sa voix. « Qu'on vient de m'appeler du bureau. Mon patron a reçu un appel de quelqu'un de très important, quelqu'un dont je ne savais même pas l'existence, disant qu'il faut enquêter immédiatement sur une dénonciation anonyme concernant de la négligence infantile dans ma maison. Ils ont dit qu'il y avait des témoignages, des preuves, que quelqu'un fume près de mon nouveau-né. Maman, comment est-ce qu'ils savent ça? Qui a fait cette dénonciation? J'ai respiré profondément. Je n'ai pas menti. Je n'ai jamais été du genre à mentir. C'est moi, Julien, ai-je dit, et ma voix est sortie ferme, sans regret. C'est moi qui ai fait ce qui était juste. Ta femme m'a giflé au visage aujourd'hui parce que je lui ai demandé de ne pas fumer près de Théo. Et Élodie a ri. Toutes les deux m'ont humiliée comme si j'étais un déchet. Mais plus important que cela, mon fils, ton fils est en danger. Et si tu ne vois pas ça, si tu choisis de te ranger du côté de celle qui agresse et manque de respect, alors nous devons avoir une conversation très sérieuse sur le genre d'homme que tu es devenu. Le silence de l'autre côté était assourdissant. Quand Julien a finalement parlé à nouveau, sa voix tremblait. « Elle t'a frappé ?»« Oui, » ai-je répondu. « Devant ton fils, et l'autre a trouvé ça drôle. » J'ai entendu un bruit étouffé, comme s'il avait lâché son téléphone. J'ai entendu des voix en arrière-plan, Sophie qui criait, Julien qui criait en retour, le bébé qui commençait à pleurer. Et puis, l'appel a été coupé. Je suis restée là, assise seule dans ma voiture, regardant le soleil se coucher sur les rues tranquilles d'Annecy, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la satisfaction, ce n'était pas de la joie. C'était simplement la certitude d'avoir fait ce qui devait être fait. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait du petit Théo, qui méritait de grandir dans un environnement sûr, protégé, aimé. Et si je devais remuer le passé, utiliser des connexions que j'avais gardées enterrées pendant des décennies, affronter la fureur de mes propres fils pour garantir cela, alors qu'il en soit ainsi. Mais ce n'était que la première vague. Ce qui s'est passé dans les jours suivants, les révélations, les secrets qui ont été mis au jour, les rebondissements que personne, absolument personne, n'aurait pu prévoir, tout cela a tout changé. Cela a changé la façon dont mes fils me voyaient. Cela a changé la façon dont Sophie et Élodie regardèrent le monde. Et cela a changé, par-dessus tout, la façon dont je me voyais moi-même après tant de temps caché derrière le masque de la grand-mère simple et humble. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouve toujours un moyen d'émerger. Et quand elle a émergé dans cette maison, dans cette famille, rien, absolument rien, n'est redevenu comme avant. Les heures qui ont suivi cet appel ont été parmi les plus longues de ma vie. Je suis rentrée chez moi, dans ma petite maison confortable qui m'avait toujours semblé être un refuge contre le monde extérieur. Mais ce soir-là, elle m'a paru étrangement vide, presque hostile dans son silence. J'ai préparé une tisane que je n'ai pas bue. J'ai allumé la télévision que je n'ai pas regardée. J'ai essayé de lire un livre dont je n'ai retenu aucun mot. Mon esprit était ailleurs, tournant en boucle autour de cette scène. La gifle, le rire d'Élodie, les yeux méprisants de Sophie. Mais surtout, je pensais à Théo, ce petit être innocent qui n'avait rien demandé, qui était entré dans ce monde il y a à peine 3 semaines et qui se retrouvait déjà au centre d'un conflit familial qu'il ne comprendrait que bien des années plus tard. Était-ce pour lui que j'avais agi? Oui, absolument. Mais une petite voix en moi murmurait aussi que c'était pour moi. Pour cette femme de 65 ans qui en avait assez d'être traitée comme si elle n'avait plus aucune valeur, aucune importance, aucun droit à la dignité. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Des messages de Julien, de Marc, même de quelques personnes que je ne m'attendais pas à entendre.
Mais je n'ai répondu à personne. Pas encore. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que j'avais déclenché et surtout pour me préparer à ce qui allait suivre. Parce que je le savais, quand on remue les cendres d'un passé enfoui, quand on réveille des forces qu'on pensait avoir laissées derrière soi pour toujours, il y a toujours des conséquences. Des conséquences qu'il faut être prête à assumer, quoi qu'il arrive. 3 jours s'écoulèrent avant que je revoie mes fils. 3 jours durant lesquels mon téléphone n'arrêta pas de sonner. Messages furieux de Sophie, appels désespérés de Julien, même Marc, mon fils cadet, qui d'habitude restait silencieux dans les conflits familiaux, m'envoya un texto cinglant. « Maman, tu as dépassé les bornes. Comment as-tu pu faire ça ?» Je ne répondis à aucun d'eux immédiatement. Pas par orgueil, mais parce que je devais d'abord comprendre moi-même ce qui se passait à l'intérieur de moi. Cette femme qui avait passé des coups de fil, activé des réseaux d'influence endormis depuis 20 ans, remué des eaux que je croyais asséchées, était-ce vraiment moi? Ou était-ce un fantôme du passé qui avait pris possession de mon corps le temps d'une après-midi de colère et de douleur? Je passais ces 3 jours dans ma petite maison à la périphérie d'Annecy. Cette maison modeste que j'avais achetée avec mon défunt mari Georges il y a 35 ans, quand nous avions décidé de quitter Paris et la vie trépidante que nous y menions. Georges travaillait dans la finance. Moi, j'occupais un poste important dans une grande fondation philanthropique. Un poste qui m'avait donné accès à des cercles de pouvoir que peu de gens connaissaient. Nous fréquentions des ministres, des industriels, des figures influentes de la société française. Mais un jour, après la naissance de Julien, nous nous étions regardés et avions compris que nous ne voulions pas élever nos enfants dans cette frénésie, dans ce monde où les relations humaines étaient souvent calculées, où chaque sourire cachait une négociation. Nous voulions de la simplicité, de l'authenticité. Nous voulions que nos fils grandissent en sachant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à ses connexions, mais à sa bonté, à son intégrité. Alors nous étions partis. J'avais démissionné de mon poste, Georges avait pris une retraite anticipée et nous nous étions installés ici, dans cette région magnifique où les montagnes semblent toucher le ciel et où le lac reflète la lumière comme un miroir d'argent. Nous avions élevé Julien et Marc dans la discrétion, leur cachant volontairement notre passé, voulant qu'ils se construisent par eux-mêmes, sans l'ombre de notre ancien statut. Et pendant toutes ces années, j'avais été heureuse, vraiment heureuse, jusqu'à ce que Georges meure il y a 5 ans, me laissant seule avec mes souvenirs et mes 2 fils adultes qui me voyaient simplement comme une vieille femme sans importance. C'était ce regard, celui de Sophie et d'Élodie, mais aussi, je devais l'admettre, parfois celui de mes propres fils, qui m'avait brisé ce jour-là. Ce regard qui disait « Tu n'es qu'une vieille, tu ne comprends rien, tu n'as aucun pouvoir ». Et peut-être que, dans un sens, ils avaient raison. J'avais passé tellement d'années à jouer ce rôle de grand-mère effacée que j'en étais presque venue à y croire moi-même. Mais quand cette main avait claqué contre mon visage, quand j'avais entendu ce rire méprisant, quelque chose s'était réveillé en moi. Quelque chose que je croyais mort et enterré avec Georges. Une force, une détermination, un refus absolu de me laisser écraser. Le 4e jour, Julien apparut à ma porte. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les yeux rouges. Quand je lui ouvris, il resta un moment sans parler, comme s'il cherchait les mots justes. Finalement, il dit simplement « Je peux entrer ?» Je m'écartai pour le laisser passer. Nous nous installâmes dans le petit salon où tant de souvenirs heureux étaient gravés. Les Noëls en famille, les anniversaires, les après-midi tranquilles où Georges lisait son journal pendant que je tricotais. Julien s'assit lourdement dans le fauteuil que son père occupait autrefois, et ce geste me serra le cœur. « Maman » commença-t-il d'une voix tremblante. « Je ne sais même pas par où commencer. Sophie, elle m'a tout raconté. Elle dit que tu l'as provoquée, que tu es entrée dans notre maison et que tu as commencé à l'accuser d'être une mauvaise mère. Elle dit que c'est toi qui as créé le conflit. » Je sentis la colère monter, mais je la contins. « Julien, dis-je calmement, regarde mon visage. » Je tournai légèrement la joue, où la marque du coup, bien que atténuée, était encore visible. Une légère rougeur, une trace de violence que le temps n'avait pas encore complètement effacée. «
Est-ce que cette marque ressemble à une provocation? Il baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Elle dit qu'elle ne voulait pas, que c'était un réflexe, que tu l'avais insultée. Je ne l'ai jamais insultée, répondis-je, et ma voix se durcit malgré moi. Je lui ai simplement demandé, avec tout le respect possible, de ne pas fumer dans la même pièce où ton fils dormait. C'est tout. Et elle m'a frappé. Ton autre belle-sœur a ri. Et toi, tu n'étais même pas là pour défendre ta propre mère. Le silence qui suivit fut insupportable. Julien se prit la tête entre les mains, et je vis ses épaules trembler. « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais, maman. Et je suis désolé. Mais pourquoi as-tu fait cette dénonciation? Pourquoi as-tu impliqué mon travail, ma réputation? Ils ont envoyé des services sociaux à la maison. Des inspecteurs sont venus, ont tout fouillé, ont interrogé Sophie pendant des heures. Elle était effondrée. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. C'était l'enfer. « Et tu crois que je ne l'étais pas effondrée ?» répliquai-je, sentant les larmes me monter aux yeux malgré ma volonté de rester forte. « Tu crois que c'était facile pour moi de faire ça? Mais ton fils, Julien, ton fils, respirait de la fumée toxique. Et personne ne faisait rien. Alors oui, j'ai agi. Parce que si je ne le faisais pas, qui le ferait? » Il leva enfin les yeux vers moi, et pour la première fois depuis longtemps, je vis dans son regard quelque chose qui ressemblait à du respect. « Qui es-tu vraiment, maman ?» demanda-t-il doucement. « Comment as-tu réussi à mobiliser tout ça en quelques minutes? J'ai reçu des appels de gens dont je ne connaissais même pas l'existence. Des gens haut placés qui connaissaient mon nom, mon adresse, tout. Comment ?» Je soupirai longuement. C'était le moment. Le moment où je devais décider si j'allais continuer à vivre dans le mensonge confortable du passé effacé, ou si j'allais enfin dire la vérité à mes fils. « Assieds-toi bien, Julien, » dis-je, « parce que ce que je vais te raconter va changer beaucoup de choses dans la façon dont tu me vois, et peut-être dans la façon dont tu vois ta propre vie. » Et je commençai à parler. Je lui racontais tout. Mon poste à la Fondation Beaumont, l'une des plus puissantes organisations philanthropiques de France, où je n'étais pas une simple employée, mais la directrice adjointe, responsable de la distribution de millions d'euros à des causes sociales, culturelles et politiques. Je lui racontais les dîners avec des ministres, les négociations avec des PDG, les décisions que je prenais et qui influençaient des vies, des carrières, des destins. Je lui racontais comment j'avais choisi de tout abandonner pour lui offrir, à lui et à son frère, une enfance normale, loin des projecteurs et des calculs d'influence. « Ton père et moi, conclus-je, nous avons fait ce choix consciemment. Nous voulions que vous grandissiez libre, sans le poids de notre passé. Mais ce passé, Julien, il n'a jamais vraiment disparu. Il était juste endormi. Et quand on m'a manqué de respect de cette façon, quand on a mis en danger mon petit-fils, j'ai réveillé ce passé. Parce que certaines choses sont plus importantes que la discrétion. » Julien me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il. « Papa et toi, vous n'avez jamais rien dit. Jamais. C'était le but, » répondis-je doucement. « Mais maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il se leva lentement, s'approcha de moi, et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était petit garçon. Il s'agenouilla devant moi et posa sa tête sur mes genoux. « Pardon, maman, » murmura-t-il. « Pardon de ne pas t'avoir défendu. Pardon de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment. » Je posai ma main sur ses cheveux, sentant mes propres larmes couler librement maintenant. « Ce n'est pas ta faute, mon fils. C'est moi qui ai choisi de me cacher. Mais maintenant, les choses vont changer. Pour le bien de Théo, pour le bien de nous tous. » Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette conversation n'était que le début. Parce que pendant que Julien et moi nous réconcilions, quelque chose d'autre se préparait. Quelque chose que ni Sophie, ni Élodie, ni même moi n'avions prévu. Un secret encore plus profond, encore plus douloureux, qui allait bientôt exploser au grand jour et bouleverser toute la famille d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le soir même de ma conversation avec Julien, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Élodie. Sa voix, d'habitude si assurée et moqueuse, tremblait légèrement. « Mariette », a-t-elle dit. Et le simple fait qu'elle utilise mon prénom au lieu de belle-maman ou d'un autre terme distant m'a immédiatement mise en alerte.
Il faut qu'on parle. S'il vous plaît, c'est important. » J'ai hésité. Après tout ce qui s'était passé, après son rire cruel qui résonnait encore dans mes oreilles, je n'avais aucune envie de lui parler. Mais quelque chose dans son ton, une urgence, une peur presque palpable, m'a fait accepter. « D'accord, » ai-je dit après un long silence. « Où veux-tu qu'on se retrouve ? » ?»« Chez moi, Marc n'est pas là. S'il vous plaît, venez maintenant. » Le ton suppliant de sa voix m'a surprise. Élodie n'était pas du genre à supplier. Elle était toujours celle qui commandait, qui décidait, qui imposait sa volonté avec une assurance presque arrogante. Entendre cette vulnérabilité dans sa voix m'a intriguée malgré moi. 30 minutes plus tard, j'étais devant la porte de leur appartement dans le centre d'Annecy. Un immeuble moderne avec de grandes baies vitrées donnant sur le lac. Élodie a ouvert presque immédiatement, comme si elle guettait mon arrivée depuis la fenêtre. Elle avait l'air complètement défaite. Les cheveux en désordre, le visage sans maquillage, les yeux gonflés et rougis, comme si elle avait pleuré pendant des heures. C'était tellement différent de l'image soignée et hautaine qu'elle projetait habituellement que j'en ai été déstabilisée. « Entrez » a-t-elle dit d'une voix rauque, presque brisée. Je l'ai suivie dans le salon, un espace moderne et impersonnel. Décoré avec ce goût minimaliste que je n'avais jamais vraiment compris. Tout était blanc, gris, chrome, sans chaleur, sans âme. Elle m'a invitée à m'asseoir sur le canapé en cuir blanc, mais elle est restée debout, comme si elle ne pouvait pas tenir en place, marchant nerveusement d'un bout à l'autre de la pièce. « Je sais ce que vous pensez de moi », a-t-elle commencé sans préambule, sans me regarder dans les yeux. « Vous me prenez pour une garce sans cœur qui a ri pendant que Sophie vous frappait. Et vous avez raison. J'ai été horrible. Monstrueuse même. Mais il faut que vous sachiez. Il faut que vous compreniez pourquoi. » Je n'ai rien dit, attendant qu'elle continue, observant chaque détail de son langage corporel. Les mains qui tremblaient, les épaules voûtées, le regard fuyant. Elle se mordait la lèvre inférieure avec une telle force que j'ai cru voir une goutte de sang perler. Finalement, elle a détourné le regard vers la fenêtre donnant sur le lac et a lâché d'une voix à peine audible « Sophie me fait chanter. Depuis des mois. Elle sait quelque chose sur moi. Quelque chose que je ne veux absolument pas que Marc découvre. Et elle me force à jouer son jeu. À la soutenir dans toutes ses cruautés. À me moquer de vous. À participer à ses humiliations. Sinon, elle dit qu'elle dira tout à Marc et que ma vie sera finie. » Mon cœur s'est serré malgré moi. Je n'avais pas vu ça venir. Pendant tout ce temps, j'avais cru qu'Élodie était simplement une femme méchante, une alliée naturelle de Sophie dans leur mépris commun pour moi. Mais cette révélation changeait tout. De quoi parle-t-elle exactement ? Qu'est-ce que Sophie sait sur toi ? Ai-je demandé doucement, essayant de ne pas paraître trop pressante. Élodie a fermé les yeux, et une larme a roulé lentement sur sa joue. Ses mains se sont crispées en poings, comme si elle essayait de rassembler tout son courage pour prononcer les mots suivants. Avant d'épouser Marc, a-t-elle commencé d'une voix tremblante. J'ai eu une relation qui n'était pas conventionnelle, avec une femme. Elle s'appelait Anna. Ça a duré 2 ans. 2 années intenses, passionnées, les plus belles de ma vie. C'était la relation la plus importante que j'ai jamais eue. Celle où je me sentais vraiment moi-même, vraiment vivante. Mais ma famille est très conservatrice, vous comprenez ? Mes parents, mes frères, toute ma famille vient d'un milieu très traditionnel, très catholique. Quand ils ont découvert ma relation avec Anna, ils m'ont donné un ultimatum. Ils m'ont forcé à rompre. Ils m'ont menacé de me déshériter complètement, de me rejeter, de faire comme si je n'avais jamais existé pour eux. Mon père m'a dit textuellement que je n'étais plus sa fille si je continuais à vivre dans le péché, comme il disait. Elle s'est effondrée sur le canapé à côté de moi, la tête entre les mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. Alors, j'ai obéi. J'ai rompu avec Anna. Je lui ai brisé le cœur sans même lui expliquer vraiment pourquoi. Et ensuite, j'ai épousé Marc parce qu'il était gentil, stable, prévisible, et qu'il correspondait exactement à ce que ma famille attendait de moi. Mais je ne l'ai jamais vraiment aimé, pas comme j'aimais Anna, pas avec cette passion, cette intensité, cette sensation d'être complète. Marc était.
Marc est un choix sûr, un bon mari sur le papier, mais mon cœur n'a jamais été vraiment avec lui. J'ai regardé cette femme se décomposer devant moi, et malgré tout ce qu'elle m'avait fait, malgré son rire cruel qui résonnait encore dans ma mémoire, j'ai ressenti une vague de compassion. « Comment Sophie a-t-elle découvert tout ça ?» ai-je demandé. Élodie a relevé la tête, essuyant ses larmes d'un geste rageur. J'avais gardé quelques souvenirs, des photos, des lettres, des messages sur un vieux téléphone que j'avais rangé dans un carton au fond d'un placard. Je ne pouvais pas me résoudre à tout jeter, vous comprenez? C'était tout ce qui me restait de cette époque où j'avais été heureuse, vraiment heureuse. Un jour, il y a 6 mois environ, Sophie est venue chez nous pendant que Marc était au travail. Elle cherchait quelque chose, je ne me souviens même plus quoi, et elle a fouillé dans nos affaires. Elle est tombée sur ce carton, elle a tout vu. Les photos de moi et Anna enlacées, les messages d'amour, tout. Et elle t'a menacé immédiatement? Élodie a hoché la tête amèrement. Au début, elle a fait semblant d'être compréhensive, solidaire même. Elle m'a dit qu'elle gardait mon secret, que je pouvais lui faire confiance. Mais quelques semaines plus tard, elle a commencé à me demander des faveurs. Rien de bien méchant au début. Mentir à Marc sur des petites choses, couvrir ses sorties quand elle voyait quelqu'un d'autre en secret. Oui, Sophie trompait Julien depuis des mois, peut-être même depuis le début de leur mariage, et je devais mentir pour elle, encore et encore. Puis les demandes sont devenues plus graves. Elle voulait que je l'aide à humilier certaines personnes, à répandre des rumeurs, à faire des choses horribles. Et si je refusais, elle me rappelait qu'elle avait les photos, qu'elle pourrait tout dire à Marc à n'importe quel moment. J'ai senti ma colère monter, mais je l'ai contenue. Et le jour où elle m'a frappée, Élodie a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Elle m'avait dit le matin même qu'elle allait régler votre compte, comme elle disait. Elle en avait assez que vous posiez des questions, que vous vous préoccupiez de Théo. Elle voulait vous faire comprendre que vous n'aviez aucun pouvoir dans cette famille. Et elle m'a ordonné d'être là, de rire, de montrer que j'étais de son côté. Sinon, elle m'a dit qu'elle enverrait toutes les photos à Marc par SMS, comme ça, sans prévenir. J'ai eu tellement peur que j'ai fait ce qu'elle voulait. Mais depuis ce jour-là, je ne dors plus. Je ne mange plus. Je ne me supporte plus quand je me regarde dans le miroir. Elle a relevé la tête et m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de cette conversation. Ses yeux étaient remplis d'une douleur si profonde que j'en ai été bouleversée. Mariette, je sais que je ne mérite pas votre pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais quand j'ai vu ce que vous avez fait, après avoir mobilisé tous ces gens puissants, après avoir montré que vous n'étiez pas une vieille femme sans défense, mais quelqu'un avec du vrai pouvoir, du vrai courage, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que moi aussi je pouvais tenir tête, que je n'étais pas obligée de vivre dans cette prison de peur que j'avais construite autour de moi. Je suis restée silencieuse un long moment, absorbant tout ce qu'elle venait de me confier, essayant de démêler mes propres émotions, la colère pour ce qu'elle m'avait fait, la compassion pour ce qu'elle avait enduré, la tristesse pour toutes ces vies gâchées par les secrets et les mensonges. Élodie, ai-je finalement dit d'une voix douce mais ferme, pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? J'ai besoin de votre aide, a-t-elle répondu d'une voix suppliante. J'ai besoin de votre aide pour me débarrasser de son chantage, pour reprendre le contrôle de ma vie. Vous êtes la seule personne qui a réussi à tenir tête à Sophie. Vous êtes la seule qui puisse comprendre. Mon esprit tournait à toute vitesse, pesant les options, calculant les risques. Tu veux que je t'aide à te débarrasser de son chantage? Ai-je demandé pour confirmer. Elle a hoché la tête désespérément, ses mains jointes comme en prière. Oui, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas comment faire. Sophie est tellement manipulatrice. Elle a toujours une longueur d'avance. Elle sait toujours comment retourner les situations à son avantage. J'ai l'impression d'être prise au piège, avec aucune issue possible. J'ai réfléchi un long moment, regardant cette femme brisée devant moi, cette femme qui m'avait humiliée, mais qui était elle-même victime d'une manipulation encore plus perverse. Il y a une solution, ai-je dit lentement, pesant chaque mot. Mais elle ne te plaira peut-être pas. Elle demande un courage immense. Dites-moi,
a-t-elle supplié. N'importe quoi. Je suis prête à tout pour sortir de cette situation. Tu dois dire la vérité à Marc. Avant que Sophie ne le fasse à ta place, tu dois prendre le contrôle de ta propre histoire. Élodie est devenue blanche comme un linge. Ses mains se sont mises à trembler encore plus violemment. Je ne peux pas. Il va me quitter. Il va me détester. Il va tout dire à sa famille, à mes parents. Ma vie sera détruite. Peut-être, ai-je admis honnêtement, refusant de lui donner de faux espoirs. Ou peut-être qu'il comprendra. Peut-être que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, sera moins destructrice que ce mensonge qui te ronge de l'intérieur jour après jour. Mais surtout, Élodie, écoute-moi bien. En disant la vérité toi-même, en la disant de ta propre voix, avec tes propres mots, tu enlèves tout pouvoir à Sophie. Elle ne pourra plus rien contre toi. Elle ne pourra plus te manipuler, te contrôler, te forcer à être complice de ses cruautés. Tu seras libre, enfin. Elle est restée longtemps silencieuse, les yeux perdus dans le vide, fixant un point invisible sur le mur blanc en face d'elle. Je pouvais presque voir les pensées tourbillonner dans sa tête, les scénarios catastrophes se dérouler, les peurs l'envahir. Puis, d'une voix à peine audible, presque un murmure, elle a dit « Vous avez raison, je sais que vous avez raison, mais j'ai tellement peur de tout perdre. » « Mais qu'as-tu vraiment à perdre ?» ai-je demandé doucement. Un mariage construit sur un mensonge? Une vie où tu dois prétendre être quelqu'un que tu n'es pas? Des parents qui t'ont forcé à renoncer à ton bonheur? Élodie, parfois, perdre tout ce qui nous étouffe, c'est la seule façon de recommencer à respirer. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose d'autre dans son regard, une lueur d'espoir peut-être, ou de détermination naissante. « Vous seriez là ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Si je lui parle, si je dis tout à Marc, vous seriez là pour me soutenir ?»« Je serai là, ai-je promis en posant ma main sur la sienne. Si tu veux, je serai là quand tu parleras à Marc. Pas pour parler à ta place, pas pour interférer, mais juste pour être là, pour te soutenir, pour témoigner de ton courage. » Elle a levé vers moi des yeux brillants de larmes, et j'ai vu quelque chose se transformer en elle à cet instant. « Vous feriez ça, après tout ce que je vous ai fait, après avoir ri pendant qu'elle vous frappait ?»« Oui, » ai-je répondu simplement, avec toute la sincérité dont j'étais capable. Parce que je crois aux secondes chances. Parce que je crois que les gens peuvent changer, qu'ils peuvent grandir, qu'ils peuvent devenir meilleurs. Et parce que je vois maintenant que tu n'es pas la personne que tu prétendais être. Tu es juste quelqu'un qui a eu peur, quelqu'un qui a été piégé, manipulé. Et la peur, Élodie, ça fait faire des choses terribles aux gens. Mais ça ne définit pas qui nous sommes vraiment, au fond de notre cœur. Nous sommes restées assises là, encore un long moment, dans un silence qui n'était plus pesant, mais presque apaisant. Puis Élodie s'est levée et m'a surprise en me serrant dans ses bras. Un geste maladroit, hésitant, mais sincère. « Merci », a-t-elle murmuré contre mon épaule. « Merci de me donner cette chance. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. Tu n'as rien à me rembourser, ai-je répondu en lui rendant son étreinte. Libère-toi juste, c'est tout ce que je demande. Libère-toi de Sophie, de tes peurs, de tous ces mensonges qui t'emprisonnent, et vis enfin ta vraie vie. 2 jours plus tard, nous étions tous réunis dans mon salon. Marc, Élodie, Julien et moi. Sophie n'avait pas été invitée, et cela avait déclenché une tempête de messages furieux et de menaces à peine voilées que j'avais choisi d'ignorer complètement. Élodie était assise à côté de Marc sur le canapé, les mains tremblantes posées sur ses genoux, le visage pâle comme la mort. Elle portait une robe simple, grise, sans maquillage, comme si elle avait voulu se présenter dans sa forme la plus vraie, la plus vulnérable. Marc nous regardait tous avec une incompréhension totale, peinte sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé en nous regardant tour à tour. « Pourquoi cette réunion ? Maman, tu as demandé à me voir d'urgence et maintenant vous êtes tous là avec des têtes d'enterrement. Quelqu'un est malade. Il y a un problème grave. Quelqu'un va enfin m'expliquer. » Élodie a pris une grande inspiration, si profonde que j'ai vu sa poitrine se soulever visiblement. Elle a regardé ses mains, puis le plafond, puis finalement, elle a trouvé le courage de regarder Marc dans les yeux. « Marc » a-t-elle commencé,
et sa voix s'est brisée immédiatement sur son prénom. Elle a dû s'arrêter, respirer à nouveau, rassembler ses forces. « Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps, avant qu'on se marie, avant qu'on s'engage l'un envers l'autre. Mais j'avais trop peur de te perdre, trop peur de perdre ma famille, trop peur de tout. » Et elle lui a raconté tout, absolument tout. Chaque détail de sa vie qu'elle avait gardé secret pendant toutes ces années. Sa relation avec Anna, comment elles s'étaient rencontrées dans un café à Lyon, comment elles étaient tombées amoureuses presque instantanément, comment elles avaient vécu ensemble pendant 2 ans dans un petit appartement près de la place Bellecour. La pression insupportable de sa famille quand ils avaient découvert la vérité. Les ultimatums, les menaces, les larmes, les cris. La rupture déchirante avec Anna, sans vraie explication. Juste un message bref et cruel qu'elle regrettait encore chaque jour. Son mariage avec lui par obligation plutôt que par amour véritable. Le chantage de Sophie qui durait depuis des mois. Les humiliations qu'elle avait été forcée de commettre, y compris rire pendant que Sophie me frappait. Tout. Elle a tout dit, les mots sortant de sa bouche dans un flot ininterrompu de confessions, de douleurs, de vérités longtemps retenues. Pendant qu'elle parlait, je regardais le visage de Marc passer par toutes les émotions imaginables. Confusion totale au début, puis incrédulité, douleur profonde, colère bouillonnante, tristesse déchirante, et finalement, quelque chose que je n'aurais jamais anticipé, une sorte de soulagement mêlé de mélancolie résignée. Quand Élodie a terminé, complètement épuisée et en larmes, tremblante de tous ses membres, Marc est resté silencieux un très long moment. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu l'entendre respirer. Julien me regardait avec des yeux interrogateurs, ne sachant pas s'il devait intervenir. J'ai secoué légèrement la tête, lui signalant de laisser Marc traiter tout ça à son rythme. Puis finalement, après ce qui a semblé être une éternité, Marc a parlé, d'une voix étrangement calme, presque sereine. Je savais. Nous l'avons tous regardé, complètement stupéfaits. Élodie a écarquillé les yeux, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ?» a-t-elle balbutié, sa voix à peine audible. « Comment ? Comment tu pouvais savoir ?» Marc a souri tristement, un sourire qui contenait des années de douleur silencieuse. « Je savais », a-t-il répété, pesant chaque mot. « Pas tous les détails, pas l'histoire avec Anna, pas le chantage de Sophie. Mais je savais que tu ne m'aimais pas vraiment. Pas de la façon dont une épouse devrait aimer son mari. Je le sentais dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque silence entre nous. Depuis le début, depuis le premier jour de notre mariage, je le savais. Mais je t'aimais tellement que je me suis dit que peut-être, avec le temps, avec de la patience, avec suffisamment d'amour de ma part, tu finirais par m'aimer aussi. Je me suis raconté cette histoire, encore et encore, jour après jour. Je me suis menti à moi-même parce que la vérité était trop douloureuse à accepter. Élodie le regardait comme si elle voyait un étranger, quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment connu malgré toutes ces années de mariage. Tu savais ? Pendant tout ce temps, tu savais et tu n'as jamais rien dit ? Pourquoi ? Marc a secoué la tête, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. Parce que j'avais peur de te perdre. Parce que je pensais que t'avoir à moitié valait mieux que de ne pas t'avoir du tout. Parce que je suis tombé amoureux de toi le premier jour où je t'ai vu, et cet amour était si fort qu'il m'aveuglait sur tout le reste. Mais maintenant que tu m'as dit la vérité, maintenant que tout est à découvert, maintenant que je connais toute l'histoire, je pense qu'on mérite tous les deux mieux que ça. » Il s'est levé lentement du canapé, s'est approché d'Élodie, qui tremblait toujours, et a posé doucement sa main sur son épaule dans un geste d'une tendresse infinie. « Toi, tu mérites d'être avec quelqu'un que tu aimes vraiment, quelqu'un qui fait battre ton cœur, quelqu'un avec qui tu te sens complète. Et moi, je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment, pas quelqu'un qui reste avec moi par obligation ou par peur. On s'est fait du mal tous les deux en vivant ce mensonge. Il est temps d'arrêter. » « Je suis désolée, » a sangloté Élodie. « Je suis tellement désolée, Marc. Tu ne méritais pas ça. Tu méritais quelqu'un de bien mieux que moi. »« Non »
a-t-il dit fermement mais gentiment. Ne dis pas ça. Tu n'es pas une mauvaise personne, Élodie. Tu es juste quelqu'un qui a été piégé par les circonstances, par les attentes, par la peur. Merci, a-t-il ajouté après une pause. Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité, même si ça fait mal, même si ça change absolument tout. Au moins maintenant, on peut tous les deux avancer, être honnêtes, vivre nos vraies vies. Et là, sous mes yeux, quelque chose de miraculeux s'est produit. Ils se sont enlacés. Pas comme un couple amoureux, pas avec passion ou désir, mais comme deux personnes qui se libèrent mutuellement d'une prison qu'ils avaient construite ensemble sans même s'en rendre compte. Deux âmes qui se pardonnent et se disent adieu avec dignité et respect. Et j'ai compris à cet instant que parfois, la vérité ne détruit pas les relations, elle les transforme. Parfois, dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle, c'est le plus grand acte d'amour qu'on puisse offrir à quelqu'un. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Parce que pendant que nous étions tous réunis dans mon salon, pendant que Marc et Élodie faisaient la paix avec leur passé et se donnaient mutuellement la permission d'être libres, Sophie, elle, préparait sa riposte quelque part dans l'ombre. Une riposte qui allait révéler le secret le plus sombre de tous. Un secret qui allait tout changer. Pour toujours. Un secret que personne, absolument personne dans cette pièce, n'aurait pu imaginer. Le lendemain de cette réunion, je reçus un appel de Julien. Sa voix était blanche, presque méconnaissable. « Maman, il faut que tu viennes. Tout de suite. » C'est Sophie. Elle a fait quelque chose de terrible. Mon cœur se serra. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé va bien? Théo va bien, répondit-il rapidement. Mais Sophie, elle est partie. Elle a pris des affaires et elle est partie. Et avant de partir, elle m'a laissé une lettre. Une lettre qui... Maman, il faut que tu la lises. Il faut que tu saches. 20 minutes plus tard, j'étais chez Julien. Il me tendit une enveloppe froissée, comme s'il l'avait lue et relue 100 fois. Mes mains tremblaient en sortant la lettre. L'écriture de Sophie était nerveuse, presque illisible par endroits. « Julien, quand tu liras ceci, je serai déjà parti. Je ne supporte plus cette vie, cette famille, cette hypocrisie. Ta mère croit qu'elle a gagné, qu'elle a sauvé Théo de moi, la mauvaise mère. Mais elle ne sait rien. Personne ne sait rien. Théo n'est pas ton fils. C'est le fils de mon ancien amant, un homme que j'ai continué à voir pendant les 6 premiers mois de notre mariage. Je suis tombée enceinte de lui, mais je t'ai menti parce que ma vie avec toi était confortable, sécurisante. Je ne t'ai jamais aimé, Julien. Je t'ai épousé parce que tu étais stable, parce que tu me donnais une vie facile. Mais maintenant que ta mère a tout détruit, maintenant qu'elle a mobilisé ses contacts et ruiné ma réputation, je n'ai plus aucune raison de rester. Dis à ta mère qu'elle a gagné, mais qu'elle a détruit une famille pour ça. J'espère qu'elle pourra vivre avec ça sur la conscience. Sophie. Je laissai tomber la lettre, incapable de respirer. Julien était assis sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. « Elle ment », dis-je d'une voix rauque. « Julien, elle ment. C'est une dernière manipulation, une dernière façon de faire mal. »« Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je ne sais plus rien, Théo. Il ne me ressemble pas vraiment. Je me suis toujours dit que c'était normal, que les bébés changent, mais maintenant je ne sais plus. Il faut faire un test de paternité, dis-je fermement. C'est la seule façon de savoir la vérité. Il leva vers moi des yeux rouges, gonflés de larmes. Et si c'est vrai? Si Théo n'est pas mon fils? Qu'est-ce que je fais? Tu l'aimes, répondis-je sans hésiter. Test ou pas, biologie ou pas, tu l'aimes. C'est ça qui compte. Les 2 semaines suivantes furent les plus difficiles de ma vie. Julien fit faire le test de paternité dans le plus grand secret. Marc et Élodie entamèrent des démarches de divorce à l'amiable, se séparant sans haine, juste avec la tristesse douce de ce qui aurait pu être, mais ne fut jamais. Sophie resta introuvable, ayant coupé tout contact avec tout le monde. Et moi, je passais mes journées à me demander si j'avais vraiment fait la bonne chose en réveillant le passé, en utilisant mon ancien pouvoir pour protéger mon petit-fils. Avais-je sauvé une famille ou l'avais-je détruite?
Le jour où les résultats du test arrivèrent, nous étions tous réunis chez moi. Julien, Marc, Élodie, qui, malgré leur séparation, restaient proches de la famille, et le petit Théo dans les bras de son père. Julien ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent le document, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, il éclata en sanglots. « Il est à moi », dit-il dans un souffle. « Théo est mon fils. Sophie a menti. Elle a menti jusqu'au bout. » Le soulagement qui envahit la pièce fut presque palpable. Marc se leva et serra son frère dans ses bras. Élodie pleurait de joie. Et moi, je pris mon petit-fils dans mes bras et murmurai contre sa petite tête douce. « Je suis désolée, mon ange. Désolée que tout ça soit arrivé. Mais je te promets, plus personne ne te fera de mal. Plus jamais. » 2 mois passèrent. Sophie finit par réapparaître, non pas repentante, mais brisée, réclamant des droits de visite qu'un juge lui accorda sous strictes conditions, toujours en présence d'un superviseur, jamais de cigarettes, jamais d'agressivité. Julien accepta, parce qu'il croyait que malgré tout, Théo méritait de connaître sa mère, même imparfaite. Marc rencontra quelqu'un de nouveau, une femme douce et sincère qui l'aimait pour ce qu'il était vraiment. Élodie retourna voir Anna et découvrit que celle-ci l'avait attendue toutes ces années. Elles ne se remirent pas ensemble immédiatement, mais elles parlèrent longuement et décidèrent de se donner une seconde chance. Et moi, je retournais à ma vie simple dans ma petite maison au bord du lac. Mais quelque chose avait changé. Mes fils me regardaient différemment maintenant. Pas avec pitié ou condescendance, mais avec respect, avec admiration même. Ils avaient découvert que leur mère n'était pas juste une vieille femme inoffensive, mais une force avec laquelle il fallait compter. Une femme qui avait sacrifié son pouvoir et son influence pour leur offrir une enfance normale, mais qui n'hésiterait pas à les ressortir de l'ombre si ceux qu'elle aimait étaient en danger. Un après-midi, alors que je me promenais au bord du lac avec Théo dans sa poussette, je croisai une vieille connaissance de Paris. Elle s'arrêta, me regarda avec stupéfaction. « Mariette ? Mariette Vaubraine ? Mon Dieu, ça fait combien de temps ? 20 ans ? 25 ? Environ, répondis-je avec un sourire. Comment vas-tu, Isabelle ? Bien, bien, dit-elle, mais ses yeux étaient rivés sur Théo. Et toi ? J'ai entendu dire que tu avais utilisé tes anciens contacts récemment. Les gens parlent, tu sais. On dit que Mariette Vaubraine est de retour. Je ne suis jamais vraiment partie, dis-je doucement. J'étais juste, en pause. Et maintenant ? Demanda-t-elle avec curiosité. Tu comptes revenir ? Reprendre ta place dans le monde ? Je regardais Théo qui dormait paisiblement, inconscient de toutes les tempêtes qui avaient fait rage autour de lui. Non, répondis-je, ma place est ici, avec ma famille, mais si quelqu'un essaie encore de leur faire du mal... Je souris, un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. Alors oui, je n'hésiterai pas à rappeler au monde qui je suis vraiment. Isabelle hocha la tête, comprenant. Tu sais, Mariette, on dit souvent que le pouvoir corrompt. Mais je pense que le vrai pouvoir, c'est de savoir quand l'utiliser et quand le garder en réserve. Et toi, tu as toujours su ça mieux que quiconque. Elle me serra dans ses bras et s'éloigna, me laissant seule avec Théo et mes pensées. Je regardais le lac, ses eaux calmes reflétant les montagnes et le ciel bleu. Tout était paisible. Tout était comme avant. Mais en même temps, plus rien n'était comme avant. Parce que ma famille savait maintenant. Ils savaient que derrière la grand-mère douce et effacée se cachait une femme qui avait côtoyé le pouvoir, qui comprenait ses rouages et qui n'hésiterait jamais à l'utiliser pour protéger ceux qu'elle aimait. Ce soir-là, Julien vint me rendre visite avec Théo. Il me le tendit, et je pris mon petit-fils dans mes bras, respirant son odeur de bébé, si pure, si innocente. « Maman, » dit Julien doucement, « je voulais te dire merci. Merci d'avoir fait ce que tu as fait. Sans toi, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondis-je. « C'est ce que font les mères, c'est ce que font les grands-mères. On protège, toujours. »« Je sais, » dit-il. « Mais maintenant, je comprends vraiment d'où vient cette force. Papa te l'avait transmise, n'est-ce pas ? » « Ton père, dis-je avec un sourire triste,
était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Pas parce qu'il criait ou imposait sa volonté, mais parce qu'il savait quand être doux et quand être inflexible. C'est lui qui m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas dans le bruit ou la violence. C'est dans la dignité, dans le respect de soi, dans le refus de se laisser écraser. Théo émit un petit son dans son sommeil et nous sourîmes tous les deux. « Il va grandir dans un monde meilleur, dis-je. Un monde où il saura qu'on peut être fort sans être cruel. Où il saura que le respect se gagne, pas par la peur, mais par l'intégrité. Et où il saura qu'il a une grand-mère qui, même à 65 ans, même après avoir abandonné le pouvoir et l'influence, reste une force avec laquelle il faut compter. » Julien posa sa main sur mon épaule. « Je suis fier de toi, maman, et je suis fier d'être ton fils. » Ces mots, si simples, si sincères, me touchèrent plus profondément que toutes les reconnaissances que j'avais reçues à l'époque où j'occupais mon poste prestigieux à Paris. Parce qu'il venait du cœur, parce qu'il venait de mon fils. Cette nuit-là, seule dans ma maison, je sortis une vieille photo de Georges et moi, prise il y a plus de 30 ans lors d'un gala à Paris. Nous étions jeunes, élégants, souriants. Nous étions au sommet de nos carrières, entourés de gens puissants et influents. Mais sur cette photo, ce qui frappait le plus, c'était la façon dont nous nous regardions, avec un amour si évident, si pur, qu'aucune fonction, aucun titre, aucune richesse ne pouvait égaler. « On a fait le bon choix, Georges », murmurai-je à la photo. « On a tout abandonné pour nos fils, et je referai la même chose sans hésiter. Mais je suis contente d'avoir montré, ne serait-ce qu'une fois, qu'on n'était pas que des parents discrets. On était des gens qui comptaient. On était des gens qui avaient du pouvoir. Et ce pouvoir, je l'ai utilisé pour protéger notre famille. J'espère que tu es fier de moi. » Le vent souffla doucement contre la fenêtre et je choisis de croire que c'était sa réponse. Les mois suivants s'écoulèrent dans une paix relative. Théo grandissait, magnifique et souriant. Julien devint un père encore plus attentif, ayant appris de cette épreuve à ne jamais tenir l'amour pour acquis. Marc et Élodie finalisèrent leur divorce en bons termes et chacun commença un nouveau chapitre de sa vie. Lui, avec sa nouvelle compagne, elle en redécouvrant qui elle était vraiment. Sophie apparaissait occasionnellement pour voir Théo, toujours sous supervision. Et bien qu'elle restât distante et froide, elle ne causa plus jamais de problème. Elle avait compris, finalement, qu'elle avait affaire à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas manipuler. Quant à moi, je continuais ma vie simple et tranquille. Mais parfois, quand je me promenais dans les rues d'Annecy, je croisais des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Des gens qui me reconnaissaient, non pas comme la vieille grand-mère insignifiante qu'ils pensaient que j'étais, mais comme celle que j'avais été autrefois. Et ces regards ne me dérangeaient plus, parce que j'avais appris quelque chose de précieux au cours de cette épreuve. On peut choisir de vivre dans l'ombre, on peut choisir la simplicité et la discrétion, mais ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut juste dire qu'on a choisi de mettre son énergie ailleurs. Et que si jamais quelqu'un menace ce qu'on a construit, ce qu'on aime, alors cette force endormie peut se réveiller. Rapidement. Puissamment. Définitivement. 1 an après ces événements, nous célébrâmes le premier anniversaire de Théo. Toute la famille était réunie. Julien, Marc, Élodie et sa nouvelle compagne Anna, qui fut accueillie avec chaleur et sans jugement. Même Sophie vint quelques minutes, apporta un cadeau et repartit sans créer de drame. Ce fut une journée parfaite. Une journée remplie de rires, de gâteaux, de cadeaux et surtout d'amour. Alors que je regardais Théo essayer maladroitement de souffler sa première bougie, entouré de tous ces gens qui l'aimaient, je sentis une paix profonde m'envahir. Oui, le chemin avait été douloureux. Oui, j'avais dû révéler des parties de moi que j'avais voulu garder cachées. Oui, j'avais dû utiliser un pouvoir que je pensais avoir abandonné pour toujours. Mais regardez ce qui en était résulté. Une famille plus forte, des fils qui me respectaient, non pas par obligation, mais par admiration sincère. Un petit-fils protégé, aimé, entouré. Et moi, Mariette Vaubraine, j'avais appris que vieillir ne signifie pas devenir invisible. Que la dignité n'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on exige. Et que parfois, le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire, c'est de montrer aux gens qu'on ne laissera jamais personne,
nous manquer de respect ou menacer ceux qu'on aime. Parce que le respect, mes amis, ne se négocie pas, il se commande. Et si nécessaire, il se rappelle au monde entier, d'une main ferme et d'un cœur inébranlable, exactement qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Et ce jour-là, devant ce gâteau d'anniversaire, devant ma famille réunie, je suis avec une certitude absolue. J'avais fait exactement ce qu'il fallait faire, pour Théo, pour mes fils, pour moi-même. Pour toutes ces femmes qui pensent qu'avec l'âge vient l'insignifiance. Nous ne sommes pas insignifiantes, nous sommes des forces de la nature, forgées par des décennies d'expérience, de combats, de victoires et de défaites. Et quand on touche à ce qui nous est cher, quand on lève la main sur nous ou sur nos petits-enfants, on découvre très vite que derrière les cheveux gris et les rides se cache une puissance que rien ni personne ne peut éteindre. C'est cette leçon que Sophie et Élodie ont apprise. C'est cette leçon que je n'oublierai jamais. Et c'est cette leçon que j'espère transmettre à Théo quand il sera assez grand pour comprendre. Sois gentil, sois humble, vis simplement si c'est ce que tu choisis. Mais ne laisse jamais, jamais personne te faire croire que tu es moins que ce que tu es. Parce que tu portes en toi l'héritage de ceux qui t'ont précédé. Et cet héritage, mon petit, c'est une force que rien ne peut briser. Maintenant que nous arrivons à la fin de ce voyage, je sens que je dois partager quelque chose avec vous qui êtes là, de l'autre côté de cet écran. Quand tout cela est arrivé dans ma vie, quand cette main a brûlé mon visage et que ce rire a résonné dans les couloirs de ma mémoire, je me suis demandé si cela valait la peine de réagir. Si cela valait la peine de révéler qui j'étais vraiment après tant de temps caché. Mais savez-vous ce que j'ai appris? Que la dignité ne vieillit pas, que le respect n'a pas de date d'expiration, et qu'arrive un moment où nous devons choisir entre accepter l'humiliation ou rappeler au monde, et surtout à nous-mêmes, que nous sommes toujours là, vivants, pertinents, puissants. Vous qui m'écoutez maintenant, vous avez peut-être déjà vécu quelque chose de similaire. Peut-être que quelqu'un vous a déjà traité comme si vous étiez invisible, comme si votre opinion n'avait plus d'importance, comme si les années avaient effacé votre valeur. Si cela vous est arrivé, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Et votre voix a encore du poids, elle a encore de la force, elle peut encore changer des destins. C'est pourquoi je vous demande de laisser dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. Dites-moi si vous auriez fait la même chose que moi, si vous auriez eu le courage d'affronter, de révéler le passé, d'utiliser tout ce que vous aviez pour protéger ceux que vous aimez. Et racontez-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment. De quelle ville, de quel pays, de quel petit coin du monde votre histoire se connecte à la mienne. Parce que chaque commentaire que vous laissez ici n'est pas simplement un numéro sur un écran. C'est une preuve qu'il existe des personnes réelles, avec des douleurs réelles, avec des victoires réelles, qui méritent d'être entendues et respectées. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait penser, ressentir, vous souvenir de quelque chose que vous gardiez en vous, alors laissez un like. Ce geste simple me dit que cela vaut la peine de continuer à raconter ces histoires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, vous trouverez plus de récits comme celui-ci, des histoires de personnes qui ont refusé d'être effacées, qui ont choisi la dignité, même quand cela coûtait cher. Des histoires qui nous rappellent que vieillir ne signifie pas disparaître. Cela signifie accumuler de la sagesse, de la force et le courage de dire non quand c'est nécessaire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu des batailles silencieuses, ont déjà avalé des mots qui auraient dû être prononcés, ont déjà baissé la tête quand vous vouliez la relever. Mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour rappeler au monde qui vous êtes vraiment. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Votre présence, votre temps, votre attention, tout cela signifie plus que vous ne l'imaginez. À la prochaine histoire.